Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui, comme le mois précédent, on va revenir 20 ans en arrière pour voir ce qui se passait dans le monde du jeu vidéo en octobre 98. Mais attends Marco, c'est n'importe quoi. T'avais pas dit que tu faisais cette vidéo là pour octobre là? Je te rappelle qu'on est en décembre maintenant mec. Donc octobre tu disais? Souvenez-vous à cette époque, les députés français repoussaient le projet de loi sur le Pax et le dictateur chilien Pinochet se faisait arrêter. Mais tout ça reste insignifiant en comparaison avec ce qu'on a vécu à l'époque dans le monde du jeu vidéo, notamment avec la création de deux licences phares que l'on va voir tout de suite. Le 9 octobre 98 sortait en exclusivité sur PlayStation un curieux jeu qui vous mettait dans la peau d'un mort revenu parmi les vivants, mais en bien piteux état, du nom de Daniel Foresque, avec pour objectif de neutraliser le sorcier Zarok et pouvoir retourner dans sa crypte pour un sommeil éternel bien mérité. Si je devais décrire l'ambiance de Medieval en lui citant un jeu comme référence... Ouais, sans hésiter, ce serait Ghosts 'n Goblins. On se retrouve ici dans un univers à l'ambiance lugubre, grâce à des musiques très réussies qui donnent froid dans le dos, et un univers très drôle avec une palette de couleurs chatoyante, et des situations loufoques comme par exemple lorsque votre personnage perd son épée et décide de se servir de l'os de son bras comme arme. Et même si la difficulté est bien moindre en comparaison à Ghosts 'n Goblins et qu'ici on parcourt un niveau en 3D, il est impossible de ne pas faire le rapprochement entre ces deux jeux. Mais ce serait vraiment une erreur de penser que Medieval, c'est juste un Ghosts 'n Goblins en 3D et moins hardcore, parce qu'il a tellement plus que ça à offrir. Avec ses 30 niveaux et ses 55 ennemis différents, Medieval propose un univers extrêmement riche. La difficulté est plutôt relevée même pour l'époque, mais on se perd avec le plus grand plaisir dans ce monde horrifique. Le scénario est bien ficelé et nous donne envie de continuer pour en apprendre plus et découvrir des personnages plus loufoques les uns que les autres. Autre jeu qui vient de voir toute sa saga refait en remake, c'est le premier épisode du platformer 3D Spyro. Il est développé par Insomniac Games, la boîte à l'origine de la saga Ratchet & Clank, ainsi que du dernier Spider-Man sur PS4. C'est l'histoire d'un dragon qui a réussi à échapper à un sortilège ayant transformé tous les membres de son espèce en statues et qui va tout faire pour les libérer. Le jeu est un carton aussi bien commercial que critique, et vu ce qu'il propose, c'est pas surprenant. Quand on voit la bouillie de pixels que c'était pour certains jeux à cette époque, les graphismes de Spyro sont somptueux. La jouabilité est excellente si vous êtes muni du DualShock, malgré quelques petits soucis de caméra. Pour ce qui est de la bande-son, elle est tout simplement magique, puisqu'elle est assurée par l'ex-batteur du groupe Police, et le doublage est réalisé par de vrais acteurs. On est loin du... Tu veux qu'on se tire l'oreille? Autre jeu qui a marqué son temps même s'il est moins resté dans les mémoires collectives que les deux autres, c'est Grand Prix Legends sur PC. Une simulation réalisée par les gars de Papyrus, une entreprise spécialisée dans les jeux de course avec NASCAR Racing, Nomad ou encore Soda Off-Road Racing, mais qui en cette année 98 a décidé de faire quelque chose d'atypique en développant le premier simulateur de Formule 1, non pas contemporain, mais dans les années 60. Le truc avec les voitures, c'est qu'au fil des années, c'est pas seulement la vitesse qui augmente, il y a aussi toute la physique de la bagnole, toute la prise en main, toute la maniabilité, et je peux vous dire pour avoir essayé le jeu un petit peu, que si ça représente ne serait-ce que 10% de ce que c'était dans la vraie vie à l'époque, les pilotes qui conduisaient ces cercueils à 4 roues, ils en avaient dans le froc, hein. Il fallait vraiment être taré pour faire ce métier à l'époque. Et dès le premier virage à 200 km/h, vous allez vous manger un mur à pleine vitesse et comprendrez que les voitures de l'époque, elles répondent pas aussi bien qu'aujourd'hui. Et même si c'est vrai que vous allez être frustré au début, en pensant que la maniabilité déconne, si vous vous armez de patience, vous allez vite comprendre comment elle fonctionne. Et à partir de là, ça va être le kiff total. Réussir à faire la course parfaite est encore plus bandant quand on a une telle rigueur dans la simulation. Même si je suis pas un grand féru de jeux de course, je peux vous dire que celui-là, j'ai jamais vu un jeu de Formule 1 aussi exigeant. Et je me dis que même aujourd'hui, alors que c'est vrai que graphiquement il y a quelques petites choses qui sont un petit peu dépassées, comme par exemple les décors, puis bien entendu les animations du personnage, malgré tout, si vous arrivez à vous prendre au jeu et à tester cette maniabilité-là, vous allez trouver ça jouissif de réussir à faire les parcours avec toute cette difficulté et tout ce challenge que le jeu propose. Mais malgré toute cette éloge de critiques positives de la part des journalistes, le jeu est très loin de faire un carton, connaissant même des ventes catastrophiques. Comme quoi la qualité d'un jeu n'en fait pas forcément un succès. Surtout qu'il s'agit là clairement d'un jeu de niche. Leur pari a échoué et c'est bien dommage car il aurait pu ouvrir la voie à pas mal d'autres jeux du genre, alors que finalement, il sera un des seuls et uniques représentants de sa race. Côté news, en voici une qui va en surprendre plus d'un. Vous savez peut-être déjà, mais à cette époque-là, la Dreamcast était sur le point de sortir et proposait une carte mémoire munie d'un écran qui lui permettait de gérer ses sauvegardes sans avoir besoin de lancer la console, ou encore de proposer certains mini-jeux comme par exemple élever des chaos avec Sonic Adventure. Sauf que ce genre d'idée qu'intrigue les consommateurs, ça attire les commerciaux. C'est ainsi qu'en octobre 98, Sony a annoncé la sortie de son propre PDA du nom de Pocket Station, une console portable digne d'un Tamagotchi dont vous avez probablement oublié jusqu'à son existence si vous avez connu cette époque, tout simplement parce que ce gadget a été un beat total. Sauf qu'à la différence de Grand Prix Legends, celui-ci était tout à fait prévisible. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolé, je la fais en retard, j'avais prévu de la faire il y a quasiment un mois, mais malgré tout,
J'ai eu beaucoup de choses, donc ça a été un peu compliqué d'organiser mon emploi du temps. J'espère que malgré tout vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis bien entendu partagez-la si vous trouvez que ma vidéo est digne d'intérêt. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!